Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Le matin de mon anniversaire, mon fils est venu me chercher avec sa voiture. Il m'a dit qu'il avait une surprise spéciale pour moi, un ton calme, presque neutre. J'ai cru naïvement qu'il m'emmenait dans un restaurant ou chez lui pour une petite fête en famille. Je portais ma robe préférée, celle qu'il m'avait offerte il y a des années. J'avais même préparé un petit présent pour mes petits-enfants. Mais la voiture s'est arrêtée devant un bâtiment gris, sans vie. Une maison de retraite. J'ai senti mes mains trembler. Mon cœur, lui, s'est figé. Il a ouvert la portière, m'a tendu une enveloppe avec des documents administratifs et a dit « C'est mieux pour toi ici ». Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai cru à une mauvaise blague. Mais son regard était vide, fermé, comme s'il voulait en finir rapidement. J'ai regardé autour de moi, désorienté, attendant un signe que ce n'était qu'un malentendu. Rien. Il m'a laissé là, planté au bord du trottoir, les yeux humides et le visage fermé. Puis il est remonté dans la voiture, sans même se retourner. Et moi, je suis restée là, abandonnée par mon propre fils. Je suis entrée dans l'établissement sans savoir comment. Mes jambes avançaient par automatisme, mais ma tête hurlait. Une infirmière m'a aidée à m'installer dans une chambre froide, impersonnelle, avec des murs vides et un lit trop dur. Je ne disais rien. Je ne comprenais toujours pas. Le monde que je connaissais venait de s'effondrer en une minute. Aucun au revoir. Aucune étreinte. Juste le silence et une porte qui se referme. C'était plus qu'un abandon. C'était une exécution sentimentale. J'ai passé la première nuit sans fermer l'œil. Je regardais le plafond, me demandant ce que j'avais fait pour mériter ça. J'avais tout sacrifié pour lui, mes rêves, mes forces, mes années. Je l'avais élevé seul, après la mort de son père. Et aujourd'hui, il me laissait dans un endroit où l'on attend la mort, le jour même de ma naissance. La symbolique était violente, cruelle. J'avais envie de hurler, mais aucun son ne sortait. Mon cœur s'était brisé dans un silence si brutal que même mes larmes avaient peur de tomber. Les jours suivants, je ne sortais presque pas de ma chambre. On m'apportait les repas, que je touchais à peine. Je restais assise sur le fauteuil près de la fenêtre, à regarder un jardin vide où plus rien ne fleurissait. Les autres résidents passaient devant ma porte, certains me saluaient poliment, d'autres ne me voyaient même pas. Je n'étais qu'un nom sur une liste, une vieille femme de plus entre des murs sans chaleur. J'avais froid même sous les couvertures. Et dans ma tête, il n'y avait qu'un mot qui résonnait, oublié. Le personnel tentait d'être gentil, mais je ne voulais pas parler. Je me sentais humiliée, rejetée comme un meuble qu'on déplace quand il gêne. Je n'avais plus envie de rien. Même respirer me demandait un effort. Je ne voulais pas mourir, mais je ne voulais plus vivre non plus. Mon cœur battait par habitude, pas par désir. Et chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de mon fils, dur, distant, me disant que c'était mieux ainsi. Mieux pour qui? Certainement pas pour moi. Un matin, alors que je repliais un vieux manteau pour le ranger au fond de l'armoire, un petit papier froissé est tombé de la poche intérieure. C'était un billet de loterie. Je ne me souvenais même pas de l'avoir acheté. Peut-être un geste machinal, un jour où j'espérais encore que quelque chose change. Je l'ai posé sur la table de nuit sans y penser. Les jours se ressemblaient tous ici, mornes, sans bruit, sans but. Mais ce petit papier allait, sans que je le sache, bousculer l'ordre du silence. Il était comme une graine oubliée dans une terre aride, prête à éclore. Ce même jour, une aide-soignante l'a vu et m'a demandé si je voulais qu'elle vérifie les numéros. J'ai haussé les épaules. Que avais-je à perdre? Elle est revenue l'après-midi, essoufflée, les yeux ronds. Elle m'a dit que j'avais gagné. Que ce billet valait une somme inimaginable. Je l'ai regardée sans réagir. Elle répétait les mots, mais mon esprit refusait de comprendre. J'ai posé une main sur ma poitrine. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait s'arrêter.
Je ne savais pas encore si c'était une bénédiction, ou une dernière épreuve du destin. Le lendemain, le téléphone fixe de la maison de retraite a sonné. On m'a appelé à l'accueil. Une voix officielle, presque mécanique, m'a demandé de confirmer mon identité. Puis, elle a prononcé les mots que je n'oublierai jamais, « Vous êtes la gagnante du tirage national ». J'ai cru que c'était une erreur. Moi? La gagnante? J'ai demandé de répéter. Il l'a fait, lentement. J'étais tremblante. Une larme a coulé sans que je m'en rende compte. Je suis remontée dans ma chambre, les jambes molles. J'ai fermé la porte et me suis laissée tomber sur le lit. J'ai regardé le plafond, les mains sur le ventre. J'aurais dû sauter de joie. Mais tout ce que je ressentais, c'était un vertige profond. Comme si le monde venait de basculer, une fois de plus. Je pensais à mon fils. Aurait-il agi différemment s'il avait su? M'aurait-il gardé près de lui? J'ai compris que l'argent allait me donner bien plus qu'une revanche, une liberté que je n'avais jamais eue. Le surlendemain, j'ai mis mes affaires dans une petite valise. J'ai payé discrètement mes dernières factures à la direction. Puis j'ai appelé un taxi, sans prévenir personne. J'ai quitté cette maison sans me retourner. Aucun au revoir. Aucune explication. Juste le silence d'une femme qui reprend possession de son destin. Le chauffeur m'a demandé où aller. J'ai répondu, le plus loin possible d'ici. Pendant le trajet, j'ai changé de téléphone, de numéro, de nom même sur les documents bancaires. J'ai effacé toute trace de moi. Plus personne ne devait savoir où j'étais. J'ai choisi une ville au bord de la mer, discrète, sans passer. Le bruit des vagues serait ma seule compagnie. J'étais une femme libre, mais marquée à jamais. Le monde qui m'avait rejetée ne me reverrait plus. Et c'est dans cette disparition que j'ai trouvé, pour la première fois, un semblant de paix. La première chose que j'ai faite dans cette nouvelle vie, c'est prendre rendez-vous chez un notaire. Je suis entrée dans son bureau avec assurance, bien que mon cœur battait la chamade. Il m'a demandé calmement ce que je souhaitais. Je lui ai tendu mon ancien testament, en pointant du doigt un nom que je voulais effacer, celui de mon fils. Sans hésiter, j'ai demandé à le rayer, totalement, irrémédiablement. Je ne voulais plus qu'il hérite de quoi que ce soit. Il m'avait abandonnée comme une inconnue, alors il serait traité comme tel. À sa place, j'ai ajouté 2 noms, celui de l'infirmière qui m'avait offert un peu de chaleur humaine, et celui de mon amie d'enfance, que je n'avais pas vu depuis des années, mais qui ne m'avait jamais oublié. Elle, au moins, avait su voir en moi autre chose qu'un poids. Le notaire a levé les yeux vers moi, surpris par ma détermination. Mais je n'ai pas tremblé. Ce testament n'était pas une vengeance. C'était une réparation. Pour moi. Pour ma dignité. J'ai trouvé une petite maison blanche au bord de l'eau. Elle avait besoin de réparation, mais elle sentait bon le renouveau. J'ai repeint les murs moi-même, accroché des rideaux légers aux fenêtres. J'achetais des fleurs fraîches chaque semaine et les déposais dans des vases anciens. Les premiers matins, je restais sur la terrasse avec un café brûlant, à regarder les vagues se briser sans bruit. Personne ne me jugeait, personne ne m'attendait. C'était étrange, et libérateur. Je ne parlais presque à personne au début. Je savourais le silence. Il n'était plus synonyme d'abandon, mais de choix. J'étais enfin chez moi, dans un espace que je n'avais pas besoin de mériter. Il n'y avait ni cri, ni déception, ni attente non dite. Juste la mer, le vent et moi. Je ne guérissais pas encore, mais je respirais. Et cela, déjà, était un miracle. Un soir, alors que je rentrais du marché, j'ai entendu mon nouveau téléphone vibrer. Un numéro inconnu s'affichait. J'ai senti une tension me traverser la poitrine. J'ai décroché, sans parler. Une voix que je connaissais par cœur a dit « Maman ». J'ai raccroché aussitôt. Je suis restée figée, le téléphone à la main, incapable de bouger. Il m'avait retrouvée. Ou du moins, il essayait. Les jours suivants,
Les appels se sont multipliés. Des messages vocaux, des textos, tous plus désespérés les uns que les autres. Il me disait qu'il regrettait, qu'il avait eu tort, qu'il m'aimait. Mais je ne répondais jamais. Pas une seule fois. Mon cœur était lourd, mais ma volonté était ferme. Je n'étais plus sa mère à usage unique. Il m'avait jeté comme un objet inutile. Alors il n'aurait plus accès à mon amour. Je m'étais juré de ne plus jamais mendier une place dans sa vie. Il continuait à m'écrire. Parfois, ses messages arrivaient tard dans la nuit, empreints de remords. Il disait que sa femme l'avait poussé à me placer, que les enfants, le travail, tout l'avait dépassé. Il voulait me revoir, entendre ma voix, obtenir une seconde chance. Je lisais chaque mot, sans jamais répondre. Mon cœur saignait à chaque phrase, mais je restais fidèle à mon silence. Il fallait qu'il comprenne la gravité de ce qu'il avait fait. Ce n'était pas une erreur passagère. C'était une trahison fondamentale. Il racontait que sa vie s'écroulait, que plus rien n'allait depuis mon départ. Il disait qu'il ne dormait plus, qu'il pensait à moi chaque jour. Il jurait qu'il changerait, qu'il ferait tout pour réparer. Mais ces mots, je les avais attendus trop longtemps. Quand j'étais seule, dans cette chambre froide, il n'avait rien fait. Maintenant qu'il perdait tout, il se souvenait de moi. Je n'étais pas un refuge de dernière minute. Je n'étais plus sa solution de secours. J'étais redevenue une femme, debout, forte, malgré tout. Un matin, en consultant les nouvelles locales sur ma tablette, je suis tombée sur une annonce immobilière. La maison de mon fils était à vendre. Curieuse, j'ai fait quelques recherches. Il avait perdu son emploi quelques mois après m'avoir abandonnée. Sa femme avait demandé le divorce. Il vivait désormais dans un appartement minuscule, sans confort, avec les enfants un week-end sur 2. J'ai senti une étrange sensation me traverser, ni joie, ni vengeance. Un vide. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré non plus. J'ai simplement refermé la tablette et regardé la mer. Il récoltait les fruits de ses propres choix. Moi, je n'avais rien à voir avec sa chute. Il avait construit un monde sans moi, et ce monde s'était effondré. Je n'éprouvais pas de plaisir à le savoir au sol. Mais je n'éprouvais plus de douleur non plus. C'était fini. Définitivement. Il avait perdu une mère, et je n'avais plus de fils. Peu après, une nouvelle voisine est venue s'installer dans la maison d'Aix-en-Grave-Côté. Elle s'appelait Jeanne, une veuve pétillante aux cheveux gris toujours relevés en chignon. Elle m'a salué avec douceur, sans insister, sans curiosité. Elle m'a offert une part de tarte aux pommes un dimanche matin. Son geste simple m'a ému plus que je ne l'aurais cru. C'était la première personne, depuis longtemps, qui m'approchait sans jugement, sans arrière-pensée. Nous avons commencé à parler, doucement. Avec elle, pas besoin d'expliquer mon passé. Elle ne posait pas de questions, elle m'écoutait. Nous nous promenions souvent sur la plage, bras dessus, bras dessous, en silence ou en riant. Elle m'a appris à faire des confitures, à prendre soin de mon petit jardin. Grâce à Jeanne, j'ai découvert une autre forme d'amour, celle de l'amitié tardive, profonde, sincère. Elle ne remplaçait personne. Elle m'aidait simplement à recoller des morceaux. Et à croire, peut-être, que la vie avait encore un peu de lumière à m'offrir. Avec le temps, une routine douce s'est installée dans ma nouvelle vie. Je me suis inscrite à des ateliers de poterie, j'ai commencé à décorer ma maison avec mes propres créations. Mon jardin s'est rempli de couleurs, des géraniums, des lavandes, des coquelicots. J'ai adopté un petit chat rose abandonné que j'ai appelé Mirabelle. Il dormait sur mes genoux pendant que je lisais des romans au coin du feu. Je riais de nouveau, pas aux éclats, mais de cette façon discrète qui guérit les silences. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus une survivante. J'étais en train de vivre. Je n'oubliais pas, bien sûr. La blessure était là, discrète mais vivante. Mais je n'étais plus esclave de ma douleur. Les jours s'écoulaient sans poids, sans tension.
Jeanne et moi partagions nos dimanches autour de thé parfumé et de souvenirs qui n'avaient besoin de personne pour être entendus. Je reprenais confiance en moi, en mes décisions, en ma capacité à exister autrement que par le regard des autres. Je redevenais femme, sans rôle imposé. Et cela, après tout ce que j'avais traversé, valait plus que tout l'or du monde. Un matin de printemps, alors que le facteur glissait le courrier dans ma boîte, j'ai trouvé une enveloppe écrite à la main. L'écriture tremblait, maladroite. En l'ouvrant, j'ai reconnu immédiatement la signature de mon petit-fils. Il m'écrivait pour me dire qu'il pensait à moi tous les soirs. Il me racontait que son père pleurait beaucoup, qu'il parlait de moi, qu'il regrettait tout. Il me suppliait de revenir, de pardonner. Je suis restée longtemps immobile, les mains tremblantes, incapable de finir la lecture d'un seul trait. Je me suis assise sous l'olivier que j'avais planté au fond du jardin. J'ai relu chaque mot au moins 10 fois, le cœur en vrac. Il y avait une sincérité pure dans cette lettre, une douleur d'enfant qui portait un fardeau qui ne lui appartenait pas. J'ai pensé à ses yeux, à sa voix d'autrefois, quand il me disait « Mamie » en courant vers moi. Et j'ai senti une larme chaude rouler sur ma joue. Je ne savais plus si je devais me fermer encore, ou commencer à ouvrir une brèche. Juste une. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis tournée encore et encore dans mon lit, envahie de souvenirs. Je revoyais les anniversaires passés, les Noëls pleins de rire, les matins d'école où je préparais le chocolat chaud. Je me souvenais aussi du jour de mon abandon. Le froid, le choc, le regard de mon fils. Tout se mélangeait dans ma tête, comme une mer en tempête. Mon cœur balançait entre la colère ancienne et l'amour que je n'avais jamais cessé de porter. Pouvait-on vraiment pardonner l'impardonnable ? Au lever du jour, je suis sortie marcher. Les rues étaient calmes, baignées d'une lumière pâle. Je me suis arrêtée devant la vitrine d'une librairie encore fermée. À l'intérieur, un livre était exposé, Le pardon ne change pas le passé, mais il ouvre l'avenir. Je suis restée figée devant cette phrase. Et j'ai compris que je ne cherchais pas à effacer ce qu'il avait fait. Je voulais juste savoir si j'étais prête à ne plus en souffrir. Ce n'était pas lui que je devais libérer, c'était moi. Je n'ai pas répondu à la lettre. Pas encore. J'ai rangé l'enveloppe dans une boîte en bois, avec quelques photos anciennes et des objets que je n'arrivais pas à jeter. Chaque fois que je la rouvrais, mon cœur se serrait. Je me demandais s'il écrivait vraiment pour moi ou par culpabilité. Je voulais qu'il souffre autant que moi, pour qu'il comprenne. Mais ce désir de justice se mélangeait à une fatigue immense. J'étais épuisée de lutter contre ce que je ressentais encore. Le silence était devenu ma seule forme de protection. Je passais mes journées à jardiner, à marcher, à éviter toute distraction qui pourrait me ramener à lui. Mais son visage hantait mes pensées. Ce n'était pas de la haine. C'était pire, de la déception mêlée à un amour qui refusait de mourir. Jeanne voyait que quelque chose pesait sur moi, mais je n'en parlais pas. J'avais besoin de temps. Et peut-être aussi de courage. Car pardonner, ce n'est pas oublier, c'est accepter de se reconstruire malgré la cassure. Un matin, j'ai reçu un appel du notaire. Il me rappelait que le document de mon testament était prêt pour la validation finale. J'ai pris le bus jusqu'au centre-ville, les mains moites. En entrant dans son bureau, j'ai senti l'air devenir plus lourd. Il m'a tendu la dernière version, celle où le nom de mon fils avait été définitivement effacé. J'ai signé, sans trembler. Le silence dans la pièce était dense, presque solennel. Ce geste, je l'avais mûri. Ce n'était plus une impulsion de douleur, mais une décision réfléchie. Je suis sortie du bureau avec un mélange étrange de soulagement et de tristesse. J'avais coupé un lien. Un lien toxique, certes, mais un lien tout de même. Je me suis arrêtée sur un banc, regardant les gens passer sans les voir. Je me suis dit que la paix avait un prix. Le mien, c'était l'absence. Il ne me restait plus rien de cette ancienne vie. Seulement des souvenirs, et une promesse à moi-même, ne plus jamais me laisser diminuer par l'amour. Un samedi matin,
Jeanne m'a réveillée avec une voix inhabituelle. « Il y a quelqu'un devant ta porte », a-t-elle dit doucement. En ouvrant les volets, je l'ai vu. Lui. Amaigri, mal rasé, le regard éteint. Il tenait une enveloppe dans une main, un parapluie fermé dans l'autre. Il n'a pas frappé. Il est resté immobile, les yeux fixés sur la porte. Mon cœur s'est emballé, mes mains ont tremblé. Je suis restée derrière le rideau, incapable de bouger. J'ai revécu chaque instant de notre dernière conversation. Il est resté 1 heure. Sous la pluie, sans bouger. Puis, lentement, il a glissé l'enveloppe sous ma porte et s'est éloigné sans se retourner. Je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas ouvert tout de suite non plus. J'ai attendu que le silence reprenne sa place. Ce n'était pas une scène de film. C'était brut, réel, douloureux. Et pourtant, une fissure s'était ouverte. Je le sentais. Peut-être que ce n'était pas la fin. Mais je savais que je n'étais pas encore prête à faire le premier pas. Pendant des jours, j'ai revu son visage sous la pluie. Il avait l'air si différent. Pas seulement physiquement, mais intérieurement aussi. Il n'était plus cet homme sûr de lui, froid, distant. Il ressemblait à un enfant perdu, cherchant un abri qu'il avait lui-même détruit. Je me demandais s'il avait vraiment changé ou s'il s'agissait encore d'un masque. Mais malgré mes doutes, mon cœur battait plus vite chaque fois que j'y repensais. Je n'avais pas choisi de l'aimer. Mais je ne pouvais pas désaimer. Je me suis surprise à attendre le facteur chaque matin, espérant une autre lettre, un signe. Rien ne venait. Et cela me blessait plus que je ne voulais l'admettre. Il avait fait un pas. Et maintenant, c'était à moi de décider si je restais figée, ou si j'ouvrais la porte. Jeanne m'observait avec tendresse, mais ne disait rien. Elle respectait mon combat intérieur. Un soir, en arrosant mes fleurs, je me suis dit, est-ce que je veux guérir, ou juste ne plus souffrir? La réponse restait en suspens. 1 semaine plus tard, le téléphone a sonné en plein après-midi. Une voix inconnue, grave, m'a informé que mon fils avait eu un accident de voiture. Son état était critique, mais stable. Il avait demandé à me voir dès son réveil. J'ai senti mes jambes flancher. Le sol semblait s'éloigner sous mes pieds. J'ai raccroché sans dire un mot, figé. Jeanne a accouru en me voyant livide. Je n'arrivais pas à parler. Il m'appelait, et cette fois, ce n'était pas pour moi. C'était pour lui, face à la mort. Le lendemain, j'ai pris le train jusqu'à l'hôpital. Le trajet a été silencieux, interminable. Chaque arrêt me donnait envie de descendre, de fuir. Mais je suis restée assise, serrant le manteau contre moi comme une armure. À mon arrivée, une infirmière m'a conduite jusqu'à sa chambre. Il dormait, branché à des machines, le visage pâle, presque enfantin. J'ai avancé sans bruit, me tenant à quelques pas de son lit. Ce n'était plus l'homme qui m'avait trahi. C'était le fils que j'avais bercé autrefois. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère, juste une douleur immense. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il m'a reconnu immédiatement. Des larmes ont coulé sur ses joues avant même qu'un mot ne soit prononcé. Il a tenté de parler, mais sa voix était faible, brisée. J'ai approché une chaise et me suis assise à côté de lui, le regard fixe. Il a murmuré, « Pardon, maman ». Les dents se soufflent, j'ai senti tomber toutes mes défenses. Mon cœur s'est fissuré, puis a laissé entrer la lumière. Pas parce qu'il avait changé. Mais parce que moi, j'en avais besoin. Je lui ai pris la main. Elle était froide, fragile. Nous sommes restés ainsi longtemps, sans parler. Il pleurait, et mes larmes ont suivi. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas un pardon immédiat. Mais c'était un début. Une première pierre posée sur les ruines. Je n'avais pas oublié. Mais à cet instant, j'ai compris que je ne voulais plus vivre enfermée dans cette colère. Il avait dit ce que j'avais attendu toute ma vie. Et parfois, quelques mots suffisent à ouvrir les fenêtres les plus rouillées.
Je ne savais pas depuis combien de temps nous restions là, main dans la main. Ses larmes tombaient en silence, mêlées aux miennes. Ce n'était pas une scène de pardon hollywoodien, mais un moment brut, nu, humain. J'ai senti sa main se crisper légèrement dans la mienne, comme s'il avait peur que je m'éloigne à nouveau. Il m'a regardée avec cette fragilité que je ne lui avais jamais vue. Pas celle d'un homme cassé, mais celle d'un fils qui a enfin compris qu'il avait blessé la seule personne qu'il aimait sans condition. Et moi, malgré tout, j'étais encore là. J'ai murmuré des mots qu'il n'a peut-être pas compris. Mais il les a entendus. Il les a reçus. Je ne disais pas que tout était effacé, ni que la douleur avait disparu. Mais j'acceptais de rester. De l'accompagner dans ce moment. Il n'avait plus besoin de me convaincre. Son silence valait plus que 1000 promesses. Je voyais dans ses yeux qu'il portait le poids de ses fautes. Et c'était ce poids-là, ce repentir sincère, qui ouvrait enfin un chemin entre nous. Un chemin fragile. Mais réel. Après quelques jours d'hospitalisation, il a été autorisé à sortir. Il ne m'a pas demandé de l'héberger. Il savait. C'est moi qui ai proposé de l'accompagner jusqu'à chez lui. Un petit appartement dans une résidence modeste, propre mais impersonnelle. Il m'a ouvert la porte avec une pudeur que je ne lui connaissais pas. Nous avons bu un thé en silence, chacun mesurant la présence de l'autre. Il ne cherchait pas à m'impressionner, ni à se justifier. Et c'est précisément cela qui m'a ému. Les jours ont passé. Il m'envoyait parfois des messages simples, « Bonne nuit, maman » ou « Je pense à toi ». Rien d'intrusif. Juste la présence d'un fils qui n'exigeait plus. Qui attendait. Et moi, je répondais. Petit à petit. Une phrase. Un souvenir. Un sourire. Nous reconstruisions ce que nous pouvions. Pas à pas. Sans chercher à revenir en arrière. Ce n'était pas un miracle. C'était un effort. Et il venait, cette fois, des deux côtés. Un matin, je me suis réveillée avec une paix étrange dans la poitrine. Je me suis habillée, j'ai pris le bus et je suis retournée voir le notaire. Dans la salle d'attente, j'ai relu mon testament. Il manquait quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. Quand il m'a reçu, je lui ai dit que je voulais ajouter un nom. Pas pour tout, mais pour une part. Une part d'humanité. Une reconnaissance de ce que nous tentions de réparer, lui et moi. Il m'a regardé longuement. Puis a hoché la tête. J'ai signé sans trembler. Je ne le faisais ni pour lui, ni par faiblesse. Je le faisais pour moi. Pour ne pas mourir avec un cœur rempli de rancune. J'étais fatiguée d'être dure. D'être celle qui ferme, qui coupe, qui condamne. Il avait changé. Et moi aussi. Ce Nouveau Testament n'était pas une promesse. C'était une ouverture. La preuve que même les blessures les plus profondes pouvaient, un jour, cesser de saigner. J'ai quitté le bureau la tête haute. Ce jour-là, j'ai senti que j'étais redevenue libre. Quelques semaines plus tard, mon petit-fils m'a invité à dîner chez lui. Il avait préparé des lasagnes avec son père, comme avant, comme quand j'étais encore chez eux. En entrant dans l'appartement, j'ai senti l'odeur du pain chaud et des bougies parfumées. Mon fils m'a accueilli sans effusion, mais avec un regard sincère. Il m'a tendu une assiette, tremblant légèrement. Nous nous sommes installés autour de la table, et un silence doux a envahi la pièce. Ce n'était pas gênant. C'était un silence de respect, de retrouvailles silencieuses. Pendant le repas, mon petit-fils m'a raconté son école, ses dessins, ses rêves. Il ne parlait pas de mon absence passée, mais je voyais dans ses yeux qu'il était soulagé que je sois là. À la fin, mon fils a sorti un petit gâteau. Pas acheté, mais fait maison. Il m'a dit doucement, « Joyeux anniversaire en retard, maman. » Et cette fois, j'ai souri. Pas pour faire plaisir. Mais parce que je le ressentais. C'était imparfait, fragile, mais vrai. Une famille reconstruite avec les morceaux brisés du passé. De retour chez moi,
j'ai planté un olivier au fond du jardin. Un symbole fort, chargé de mémoire et de pardon. Chaque matin, je m'asseyais à côté avec mon café, en silence, en paix. Il ne s'agissait plus de tourner la page, mais de vivre avec ce qu'elle contenait. Je n'attendais plus d'excuses, ni de promesses. Ce que j'avais, maintenant, c'était la conscience de ma force. J'avais survécu à l'abandon, à la douleur, à la solitude. Et j'en étais sortie debout. Je continuais de voir Jeanne, de cuisiner, de marcher au bord de la mer. Mon téléphone sonnait de temps en temps. C'était lui. Il ne disait pas grand-chose. Mais sa voix suffisait. Je savais qu'il ne me reprendrait plus jamais pour acquise. Qu'il avait compris. Et moi, j'avais cessé d'attendre qu'on m'aime comme je l'exigeais. J'acceptais d'être aimée autrement. Et cela m'apportait une paix que je n'avais jamais connue. Un jour, en regardant le coucher du soleil depuis ma terrasse, j'ai compris que la vie ne m'avait pas volé mes années, elle m'avait appris à choisir. À choisir ce qui me fait du bien, ce qui me fait grandir, ce qui me rend entière. Je n'étais plus seulement une mère, une femme abandonnée, une retraitée invisible. J'étais Madeleine. Une femme debout, capable d'aimer et de se relever, même quand le monde s'effondre autour d'elle. Et cette vérité-là, personne ne pourrait jamais me l'enlever. Je n'attendais plus qu'on me voie. Je me voyais enfin moi-même. Avec mes rides, mes cicatrices, mes larmes séchées. J'étais vivante. Vraiment vivante. Et si un jour la douleur frappait à nouveau à ma porte, je saurais l'accueillir. Parce que j'avais déjà traversé l'abîme, et trouvé la lumière au fond. Le soleil ne brillait pas toujours. Mais il revenait. Toujours.